Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, le temps d'un épisode, j'ai décidé de mettre de côté les féminicides et infanticides dont je vous ai bien gavé ces derniers temps. Le sujet n'en sera toutefois pas plus léger, mais la mort arrivera autrement cette fois. Un bête accident de la route qui laissera place à beaucoup de souffrances malheureusement et qui deviendra tout de même, par la suite, un exemple à ne plus suivre. J'espère que vous aimerez. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Vilain Petit Canard. Cette histoire prend place le 27 juin 2010 par un dimanche soir plutôt relax, aux alentours de 19h, sur l'autoroute 30, près de la ville de Candiac, pas très loin de Montréal. André Roy, un homme de seulement 50 ans, roulait à moto avec derrière lui sa fille Jessie, âgée de 16 ans. Tout en roulant, André va apercevoir une femme marcher carrément sur l'autoroute. Il va immédiatement lui faire de grands gestes pour lui signifier que ce qu'elle faisait était très dangereux et avec raison. Cependant, à peine une fraction de seconde plus tard, sa Harley-Davidson va percuter de plein fouet la voiture de cette jeune fille qu'il venait tout juste d'invectiver. Cette femme avait innocemment immobilisé son véhicule sur la voie de gauche de l'autoroute 30 pour, et tenez-vous bien, tenter de sauver une famille de canards qui déambulaient alors par là sans leur maman. Un bête accident de la route qui aura toutefois de graves conséquences, malheureusement. Comme on peut s'en douter, ce père de famille et sa fille seront immédiatement éjectés de la bécane. André va rebondir et tomber la face sur l'asphalte, alors que Jessie fera un 360 degrés pour atterrir ensuite entre le terre-plein et la voiture de la jeune fille. En réalité, si nous sommes au courant d'autant de détails, c'est parce que cette effroyable collision s'est produite sous les yeux de Pauline Volikakis. Cette femme les suivait alors sur sa propre moto lorsque l'accident est arrivé. En fait, cette femme était l'épouse et la mère de ces deux motards. Quelle horreur ça a dû être pour elle. D'un coup sec, cette femme venait carrément de perdre son mari et sa fille devant ses yeux. My God, je trouve ça tellement effrayant. Madame Volikakis va tout de suite s'arrêter et laisser tomber sa moto par terre, près de celle de son mari, et ira immédiatement voir sa fille qui était maintenant coincée sous la voiture. Cependant, elle ne pourra pas la toucher de cet angle. Elle ira ensuite voir son mari qui va ouvrir les yeux à son arrivée pour les refermer tout de suite après. Il venait de décéder devant elle. Jessie, quant à elle, décédera un peu plus tard lors de son arrivée à l'hôpital. Emma Tchornobaj, la jeune femme fautive, sera rapidement accusée de négligence criminelle et de conduite dangereuse ayant causé la mort. Mais en premier lieu, elle sera amenée et interrogée au commissariat pour y donner sa version des faits. Mais voyons tout d'abord ce que nous savons de cette jeune femme. Pour commencer, il faut savoir qu'Emma Tchornobaj n'avait aucun dossier criminel jusqu'à cet événement et ne comptait que 3 années d'expérience de conduite automobile. Cette jeune femme anglophone, originaire de Châteauguay, vivait toujours chez ses parents au moment des faits. Elle travaillait alors à Boucherville comme analyste financière et la Honda Civic qu'elle conduisait appartenait à son père. Emma avait un diplôme d'études collégiales en design de mode et avait ensuite fait un baccalauréat en commerce à l'Université Concordia. 2 chiens et 2 chats vivaient également avec elle et sa famille. On peut donc deviner aisément que cette jeune fille aime beaucoup les animaux. Depuis aussi loin qu'elle se souvienne, Emma a en fait ressenti beaucoup d'amour pour les animaux. Petite fille, elle rêvait même de devenir vétérinaire. Il y avait d'ailleurs une forêt et une réserve animalière juste derrière leur résidence familiale et elle s'assurait toujours de secourir les oisillons qui tombaient du nid ou bien les lapins blessés qu'elle trouvait. Étrangement, c'était la première fois de sa vie qu'elle approchait des canards. L'interrogatoire. Emma sera donc amenée au poste de police où y seront lus ses droits et bien sûr sera aussi interrogée par un policier. Elle va tout de suite lui affirmer avoir bien actionné les feux de détresse de sa voiture lorsqu'elle s'est arrêtée sur la voie de gauche de l'autoroute et lui dira aussi que cette mauvaise décision était dans le but d'essayer d'attraper des bébés canetons qui lui semblaient alors en danger sur cette voie rapide. Ce sera durant ces 4 heures où elle sera interrogée qu'elle sera mise au courant de la mort de M. Roy.
Elle sera évidemment sous le choc de cette affreuse nouvelle qui va assurément changer complètement le reste de sa vie. C'est à la suite de cette mauvaise nouvelle qu'elle racontera enfin sa version des faits aux policiers. Elle lui dira qu'elle était partie de chez ses parents vers 18 heures pour se rendre à la maison de son patron à Candiac. Celui-ci était en vacances et elle avait hérité de la tâche d'aller nourrir le rat de la famille qui se trouvait au sous-sol. Elle y allait une fois aux 2 jours. Ce soir-là, elle dira être restée environ une demi-heure, puis d'avoir ensuite repris la route pour revenir à Châteauguay. C'est sur le chemin du retour qu'elle apercevra 7 ou 8 petits canards sur la route devant elle. Ne voyant pas la maman des canetons à proximité, cette âme charitable va décider de ramener les petits à la maison pour s'en occuper. C'est à ce moment-là qu'elle va prendre la décision d'immobiliser sa Honda Civic dans le but de les recueillir. Elle dira d'ailleurs qu'elle savait maintenant que c'était une erreur. Comme il y avait peu de circulation à cette heure quand elle s'est arrêtée, elle a innocemment pensé qu'il n'y avait aucun risque. Une fois son véhicule immobilisé au mauvais endroit, elle va dire avoir mis le levier de vitesse en position neutre et d'avoir également actionné le frein à main en s'assurant aussi avoir allumé ses feux de détresse. Une action qui sera d'ailleurs longuement débattue lors du procès. Elle est ensuite descendue de sa voiture tout en laissant sa porte ouverte. Puis, elle s'est dirigée vers les petits canards. C'est une fois arrivée à leur hauteur qu'elle s'est vite rendue compte que c'était une idée de marde et qu'elle ne pourrait pas les attraper. Effectivement, et d'ailleurs, elle aurait assurément dû se faire la réflexion bien avant. Elle s'est aussi quand même vite rendue compte qu'elle ne pouvait rien faire pour les sauver. Les canards se sont évidemment tout de suite enfuis dès qu'ils l'ont aperçu au loin. Un classique. Elle a alors rebroussé chemin et c'est à ce moment-là précisément que la collision mortelle s'est produite. C'est ensuite en sanglotant qu'elle dira aux policiers avoir vu la moto foncer directement sur son véhicule. D'ailleurs, lorsqu'elle racontera ce bout-là de l'histoire plus tard lors de son procès, elle aura beaucoup de difficultés à poursuivre son témoignage. Après un long silence, elle va dire aux policiers qui l'interrogeaient avoir vu un corps voler au-dessus de sa voiture. Elle dira n'en avoir vu qu'un seul, celui de la jeune fille. C'est tout de suite après que Mme Volikakis s'est approchée d'elle pour lui demander d'éteindre son moteur. Selon elle, la moto de son mari roulait à environ 80 ou 85 km/h avant l'impact. Toutefois, un expert viendra plus tard préciser tout ça lors du procès à la suite de son investigation de la scène. Emma sera ensuite relâchée. Ce n'est que 14 mois plus tard, en août 2011, qu'elle apprendra qu'elle sera accusée concernant ce drame. Le procès. Seulement 2 personnes ont été témoins de cette collision, soit la femme de M. Roy, Pauline Volikakis, et une automobiliste, Martine Tessier. Ces 2 femmes soutiendront pour leur part que les feux de détresse de la voiture d'Emma n'étaient pas activés. Cependant, il l'était apparemment quand l'expert en reconstitution de collision est arrivé sur la scène du drame dans la soirée. Nous verrons justement ça à l'autre chapitre de cette histoire. Lors de ce procès qui aura lieu 4 ans plus tard, en anglais au Palais de justice de Montréal, Mme Volikakis ira témoigner pour, entre autres, raconter s'être souvenue que le moteur de la voiture d'Emma fonctionnait toujours lors de la collision, mais surtout qu'elle n'y avait vu aucune lumière ni feu de détresse pour signaler qu'il y avait un problème. Elle dira que c'est même elle qui, par la suite, est allée éteindre le moteur. Complètement impuissante, elle a vu sa fille s'envoler dans les airs pour atterrir entre la voiture de l'accusé et la bordure séparant les 2 sens de l'autoroute. Elle dira d'ailleurs avec émotion qu'il y avait une mare de sang. Elle précisera qu'à ce moment-là, qu'elle et son mari étaient allés chercher leur fille à son travail et qu'ils retournaient à leur résidence à Saint-Constant lorsque le drame est arrivé. Pauline est depuis inconsolable, d'autant plus qu'Emma n'a jamais reconnu la dangerosité de son geste et qu'elle ne s'est non plus jamais excusée. Elle dira d'ailleurs « J'ai mal, mes tripes me font mal, je suis fréquemment en position fœtale sur mon sofa. Il me manque. Je pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes qui puissent couler. » C'est impensable qu'elle ne prenne pas ses responsabilités. Comme Pauline suivait son mari et sa fille sur sa propre moto, elle dira, lors de son témoignage, avoir vu la collision et avoir pu freiner à temps. Donc, selon son évaluation, les 2 motos devaient rouler à environ 80 ou 85 km/h.
Elle soulignera qu'elle en était presque certaine car elle n'aimait pas aller vite et soutiendra que son mari adaptait toujours sa conduite à la sienne quand ils roulaient ensemble. L'avocat d'Emma remettra cependant cette évaluation de la vitesse en question. Il lui demandera alors « Est-ce qu'il y a une possibilité que vous rouliez à une vitesse de 106 à 121 km/h? » Madame Volikakis lui répondra « Je ne sais pas, je ne connais pas ça moi, mais à mes yeux, je crois qu'on roulait à 80-85 km/h. Mais on pouvait rouler à 90 ou 91, on ne conduisait pas vite. » Maître Labelle renchérira en lui demandant « Est-ce que vous pouviez rouler entre 115 et 129 km/h avant de freiner? » Madame Volikakis lui répondra que non, car elle n'avait pas freiné sec. Cet avocat, qui ne lâchait pas le morceau, lui demandera cette fois si elle roulait à 110 ou 115 km/h. Elle lui répondra à nouveau par la négative. Pour terminer, il lui demandera pourquoi elle et son mari roulaient dans la voie de gauche plutôt que dans celle de droite. Pauline Volikakis lui répondra simplement par « parce que c'est comme ça ». On en saura tout de même un peu plus à propos de ce drame lorsque la deuxième personne à témoigner viendra raconter aux 10 hommes et aux 2 femmes composant ce jury ce qu'elle avait vu. Martine Tessier viendra donc raconter que ce soir-là, elle rentrait chez elle après une fin de semaine au camping et était maintenant à circuler sur l'autoroute 30 au niveau de Candiac dans son camion avec remorque. Elle dira qu'il n'y avait presque pas de trafic, mais que le soleil commençait à se coucher et qu'il frappait alors en direction des automobilistes, les aveuglant en partie. Ses 2 enfants étaient avec elle dans la voiture lorsqu'elle va tout d'abord remarquer une Honda Civic garée sur la voie de gauche au niveau d'une courbe. Elle dira aussi avoir vu une jeune fille d'une vingtaine d'années, en fait Emma avait 21 ans à cette époque, sur le bord de l'autoroute, près d'un muret de béton. Elle dira d'ailleurs « J'ai vu une demoiselle sur le bord de la barrière, elle était fâchée et gesticulait. Ses mains vers le sol, là où j'ai aussi vu une famille de canards. » Elle va tout de suite dire à ses enfants « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va se faire tuer? » Cette maman ne sera pas si loin de la vérité, car c'est tout de suite après avoir dit ça qu'elle va elle aussi voir la voiture d'Emma immobilisée sur la voie de gauche. Elle va vite donner un coup de volant pour l'éviter. Par chance, elle a pu l'esquiver en se tassant brusquement à droite. Elle dira d'ailleurs « J'étais assez près pour savoir que je n'avais pas le temps de freiner. » Elle et ses enfants ont donc eu une chance de fou ce soir-là. C'est une fois passé ce point qu'elle verra, dans son rétroviseur, cette fameuse collision se produire. Elle ajoutera même avoir vu un corps passer au-dessus de la voiture, telle une poupée de chiffon. Sans aucun doute, celui de Jessie. C'est à ce moment-là qu'elle va crier à sa fille d'appeler le 911. Pour elle, il était clair que cet arrêt constituait de la négligence. Pour elle, il était clair que cet arrêt constituait de la négligence. Pour elle, il était clair que cet arrêt constituait de la négligence criminelle et une conduite dangereuse. La reconstitution. Un policier de la Sûreté du Québec et expert en reconstitution de collisions expliquera, lors du procès, qu'André Roy roulait en fait à une vitesse oscillant entre 113 et 129 km/h avant de percuter la Honda Civic d'Emma. Cette portion de l'autoroute est bordée par un étroit accotement d'environ 75 cm et d'un muret de béton. La limite de vitesse autorisée est de 100 km/h, mais un panneau indiquait qu'un peu plus loin, elle tombait à 90 km/h. Selon les calculs de cet expert, ce motocycliste aurait donc freiné sur 9,7 mètres avant l'impact. Au moment de l'accident, sa vitesse oscillait donc entre 105 et 121 km/h. Comme l'épouse et mère des 2 malheureuses victimes les suivaient derrière sur sa propre moto et qu'elle a pu s'arrêter à temps, l'expert a évalué que sa vitesse à elle devait être de 76 à 79 km/h. Il va donc conclure que la collision était due au fait qu'il y avait une voiture arrêtée sur la voie de gauche de l'autoroute et que le conducteur de la moto n'a pu arrêter à temps ou fait une manœuvre d'évitement. Il dira aussi que l'impact a été terrible car il a fait avancer la voiture inoccupée de près de 20 mètres. Il mentionnera que la Honda était manuelle et que son frein à main était activé, mais ne fonctionnait pas bien. Selon la preuve, il se serait en fait écoulé de 20 à 30 secondes entre la sortie d'Emma de son véhicule et la collision. Lors de cette reconstitution, d'autres détails plutôt morbides seront aussi mentionnés. On y apprendra, entre autres, que Jessie, la jeune fille derrière son père,
avait tout d'abord fracassé la vitre arrière du véhicule stationné pour ensuite passer par-dessus, retomber sur le capot et glisser sous la voiture qui était légèrement en mouvement. Elle finira coincée entre le muret de béton et la voiture. C'est affreux. En fait, dans le même temps, l'impact de l'accident a poussé la Civic vers l'avant et a roulé sur Jessie alors qu'elle gisait sur le sol, causant d'autres blessures. Son papa est décédé quelques minutes plus tard, alors que Jessie est plutôt décédée quelques heures après avoir été amenée à l'hôpital de Montréal pour enfants. Cet enchaînement lui fera perdre son casque qui sera retrouvé plus tard sur le siège arrière de la Honda, les sangles toujours attachées. Cet expert ajoutera que, lors de collisions aussi violentes, la perte de chaussures ou bien d'autres articles du genre était tout à fait normale. Pour exemple, il dira qu'il avait déjà vu quelqu'un perdre une botte de travail alors que celle-ci était pourtant lacée jusqu'au dernier œillet. Ce policier expert terminera son témoignage en rappelant qu'il est interdit d'immobiliser son véhicule sur une autoroute, mais que si nous n'avons pas moyen de faire autrement, qu'il fallait au moins actionner ses feux de détresse et être visible à un minimum de 150 mètres. Cette horrible collision est tout de même survenue sur une route droite, par beau temps, à 19h20, alors qu'il faisait encore clair. Il conclura donc que cet impact en particulier était imputable au facteur humain. À la suite de ce témoignage, celui beaucoup plus court de la docteure Sylvie Dragon se fera entendre. En tant que coroner, elle viendra expliquer que les deux victimes étaient mortes de polytraumatisme de la route. Bref, de troubles dus à plusieurs lésions d'origine traumatique. Viendra maintenant le tour de l'accusé de venir se présenter à la barre. Lors de son témoignage, Emma dira se souvenir qu'en ralentissant pour arrêter sa voiture, elle avait tout d'abord jeté un œil dans son rétroviseur. Elle y avait alors vu une voiture derrière elle, qui est ensuite passée dans l'autre voie. Elle va redire qu'il n'y avait peu ou pratiquement pas de circulation sur l'autoroute à ce moment-là. C'est là qu'elle a pensé qu'il n'y avait pas de risque et elle s'est donc tassée sur la voie de gauche. Une fois son véhicule arrêté, elle va dire avoir mis le levier de vitesse en position neutre, puis d'avoir actionné le frein à main et aussi d'avoir mis ses feux de détresse. C'est à la suite de toutes ces mesures de précaution qu'Emma est descendue de sa voiture, tout en laissant sa portière ouverte, et qu'elle s'est dirigée vers les cantons qui se trouvaient sur le bord du muret de béton de la voie gauche de cette autoroute. Comme on le sait maintenant, les canards ne se sont pas laissés approcher et se sont même tout de suite mis à la fuir. Comme elle ne pouvait pas les attraper, elle a rebroussé chemin vers sa voiture et on connaît malheureusement la suite. C'est à partir de cette partie de son histoire qu'elle aura beaucoup de difficultés à poursuivre. Ce sera donc en sanglotant qu'elle dira avoir vu la moto foncer directement sur sa voiture. Un certain temps passera avant qu'elle ne puisse continuer son témoignage. Ce sera après ce long silence qu'elle dira qu'elle avait vu un corps être projeté avec force au-dessus de son automobile. Juste un, celui de la jeune fille, selon la preuve. Pour terminer sa version des faits, l'accusée va raconter s'être souvenu qu'une autre femme était venue vers elle, l'avait fait s'asseoir un peu plus loin et lui avait conseillé de ne pas regarder vers la scène de l'accident. Ce sera peu de temps après que des policiers arriveront sur place, qui lui liront ses droits et qui l'amèneront au poste de police. L'avocate de la couronne lui posera la question suivante. « Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas garé à droite? » Emma lui répondra « Parce que je ne voulais pas me faire rentrer dedans. » Misère. Elle demandera également à la jeune femme ce qu'elle aurait fait des canards si elle avait réussi à les attraper. L'accusée va lui répondre qu'elle les aurait mis sur le siège arrière de sa voiture pour les amener chez elle. Verdict. Emma est bien accusée de conduite dangereuse et de négligence criminelle ayant fait 2 morts, mais le jury peut aussi envisager un verdict de culpabilité moindre, soit celui de conduite dangereuse seulement. Lors de cette directive, la juge leur avait notamment expliqué qu'ils devaient se poser la question à savoir si l'accusée s'était montrée insouciante et téméraire en faisant ce qu'elle avait fait, mais aussi si sa conduite avait alors constitué un écart marqué par rapport à ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Avant qu'ils ne partent tous en confinement pour délibérer, la procureure de la Couronne estimait avoir bien fait la preuve que la conduite d'Emma constituait bel et bien un acte criminel, tandis que l'avocat de la défense soutenait qu'il s'agissait plutôt d'un événement imprévisible. Bref, d'un bête accident. Les jurés avaient maintenant pour mission de juger cette femme.
toutefois, cette tâche ne sera pas simple du tout pour eux. En effet, seulement 2 heures après avoir commencé leur délibération, le jury va revenir voir la juge pour lui demander des précisions à propos de certaines choses. Il voulait entre autres connaître la définition exacte des mots « insouciant » et « imprudent » dans le contexte des accusations. Mais ce n'est pas tout. Les jurés voulaient également savoir si la vitesse de la moto d'André Roy était pertinente pour évaluer les causes de sa mort. La juge leur avait demandé de poursuivre les délibérations déjà entamées afin de s'entendre sur une décision unanime, car, s'ils ne s'entendent pas, elle n'aura pas d'autre choix que d'ordonner un nouveau procès à une date ultérieure devant un nouveau jury. Après un procès qui a d'ailleurs failli avorter en raison de plusieurs autres désaccords entre les membres du jury qui ne semblaient pas du tout s'entendre à propos du verdict final, et après une délibération de plus de 4 jours, ils se sont enfin ralliés et déclareront finalement cette amoureuse des animaux coupable. Ensuite de ça, et de façon exceptionnelle, la juge va interroger chacun des 12 jurés à la suite de cette annonce pour s'assurer que la majorité d'entre eux endossaient vraiment cette décision. Ils ont alors tous répondu par l'affirmative. Emma Tchornobaj sera ainsi reconnue coupable des 2 accusations de négligence criminelle ayant causé la mort, mais aussi de 2 autres de conduite dangereuse ayant aussi causé la mort. Debout à la barre pour accueillir ce verdict, Mme Tchornobaj s'est alors mise à pleurer silencieusement quand la jurée numéro 4 a prononcé les verdicts de culpabilité. Il est intéressant de noter que quelques jours après le début de ce procès, Mme Volikakis était allée faire part d'un détail important à la couronne. Elle venait de reconnaître une des membres du jury et se demandait s'il pouvait y avoir un possible conflit d'intérêts à ce propos. Comme il s'agissait d'un lien de connaissance avec une des membres du jury et elle-même, un court débat avait alors été lancé à ce sujet. En réalité, cette jurée était une bonne cliente du restaurant où travaillait justement Pauline Volikakis. Pour être plus précise, ce restaurant appartenait à son père, qui assistait lui aussi à ce procès. Les avocats de chaque partie ont donc dû discuter entre eux de cet aspect avec la juge. En fait, avant le début d'un procès, les candidats jurés sont informés des noms des témoins et ils doivent le mentionner lorsqu'ils connaissent quelqu'un sur cette liste. Cette jurée en question n'avait rien dit. Cependant, avant de décider de l'exclure de ce procès, il a été convenu de faire venir chaque juré à tour de rôle dans la salle d'audience pour lui demander si elle ou il connaissait quelqu'un dans cette cause. Rendue autour de cette jurée en particulier, celle-ci a déclaré qu'elle ne connaissait personne. Les parties se sont donc dit satisfaites et ont décidé de tout de même la garder sur le jury. Elle a sans doute, tout comme moi, une bien mauvaise mémoire. À la suite de l'annonce du verdict, l'avocat d'Emma prendra la parole et dira « Je suis un peu inconfortable avec ce verdict. On est tous conscients que d'arrêter son véhicule dans la voie de gauche n'est pas une bonne idée et qu'on peut même considérer que c'est dangereux. Mais si la personne n'a pas d'intention criminelle, n'a pas fait de vitesse ou n'a pas consommé d'alcool, s'il n'y a rien dans sa conduite à part la décision discutable d'aller sauver des canards, est-ce qu'on peut soumettre ça à un jury et puis dire « Vous pouvez déduire de ce fait l'intention criminelle parce que le geste est objectivement dangereux? » Cet avocat croit que les critères de négligence criminelle devraient être revus. Pour ce qui est de Pauline Volikakis, elle va refuser de prédire ce que sera la peine imposée à Emma à la suite de cette décision prise des jurés. C'est avec des larmes silencieuses qu'elle dira plutôt vouloir aller de l'avant avec sa vie, et je la cite. « Ça a été difficile, mais là, c'est terminé. On passe à autre chose et on espère que ça va bien aller. Dans tout ça, je ne souhaite le malheur à personne. Je veux juste qu'on continue, ma famille et moi-même, et qu'on regarde vers l'avant. » C'est avec la voix tremblotante qu'elle dira que ça n'allait de toute façon pas lui ramener ses 2 êtres chers. Au moment des représentations sur la peine, quelques mois avant ce verdict, Mme Volikakis disait en vouloir à Emma pour avoir détruit sa famille. En fait, elle lui reprochait surtout de n'avoir jamais essayé d'entrer en contact avec elle pour s'excuser. Évidemment, revivre ces souvenirs douloureux a été pour elle très difficile. Elle dira d'ailleurs « Ça fait 3 semaines que c'est difficile. Là, c'est terminé, on passe à autre chose et on espère que ça va aller bien. » La pauvre, elle ne sait pas encore que cette cause ira en appel. Emma Tchornobaj, cette femme de maintenant 25 ans,
qui a versé des larmes lors du prononcé du verdict, sera tout de même libérée jusqu'aux observations sur la peine qui auront lieu quelques semaines plus tard. Complètement sous le choc après l'annonce de sa condamnation, elle restera enfermée un bon moment dans un cubicule avec sa mère. Ce sera un peu plus tard qu'elles sortiront ensemble du palais de justice, sans dire un mot aux journalistes qui étaient toujours sur place. Elles vont alors rapidement traverser le couloir les menant à la sortie et Emma se mettra le journal qu'elle avait dans les mains devant son visage pour le dissimuler aux caméras. Son avocat dira qu'elle était complètement sous le choc et que le fait d'avoir causé 2 décès était déjà quelque chose de terrible pour elle et qu'elle était très émotive en ce moment. Il est bon de savoir que la négligence criminelle causant la mort est passible d'une peine à perpétuité et que la conduite dangereuse causant la mort est passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement. En fait, il n'y a pas de peine minimale, mais si la couronne demande la prison, il n'y a aucun moyen de purger cette peine dans la communauté, puisqu'il y a eu mort d'homme. Plusieurs lignes ouvertes, manifestations et pétitions auront aussitôt lieu. Cette pétition recueillera plus de 17 000 signatures, quand même. Ce verdict de culpabilité qui venait de tomber outrait la plupart des Québécois qui donnaient tous leur appui à Emma. Pour Pauline Volikakis, cette pétition sera beaucoup plus difficile à vivre car il y avait de nombreux commentaires négatifs à son endroit sur les réseaux sociaux. Elle va dire n'avoir pas tout lu, mais avoir reçu beaucoup de courriels de la part de gens qui disaient que c'était elle qui aurait dû aller à procès. Elle s'expliquait mal que tous ces gens puissent prendre le parti d'Emma et surtout celui des canards. Elle n'a toujours pas encore compris aujourd'hui pourquoi ils pensaient tous que la vie de ces canards était plus importante que 2 vies humaines. Avant que l'affaire ne revienne en cours pour les représentations sur sentence, Emma va, par le biais de son avocat, interjeter l'appel de ce verdict. Elle va demander à la cour d'appel de renverser la décision qui venait d'être prise par le jury. Selon elle et son avocat, cette décision n'était pas raisonnable compte tenu des preuves présentées devant la cour. Elle demandait donc que son verdict soit renversé, mais pas que. Elle voulait carrément être acquittée. Pourquoi pas? L'appel de cette grande amie des canards sera entendu et la couronne ne s'opposera pas non plus à cette requête. Son avocat soutiendra que sa cliente n'aurait pas dû être condamnée, car, dira-t-il, elle n'était pas dans un état d'esprit blâmable lors du tragique événement. Il dira également, et je le cite, « Il y a ce verdict alors qu'il n'y a aucune intention criminelle dans son cas. Le jury a rendu un verdict de culpabilité parce que les directives en droit criminel canadien mènent à ce genre de situation. » Toujours selon lui, ces directives ne laissaient pas beaucoup d'options au jury. Sentence. Personne ne semble en fait s'entendre à propos de cette fameuse sentence. Le ministère public réclame, pour sa part, une peine de prison ferme, tandis que la couronne croit plutôt qu'une peine de 9 mois de prison, plus 240 heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire durant 5 ans serait nécessaire pour cette cause en particulier. La défense, quant à elle, va faire valoir que cet emprisonnement ainsi que ces 240 heures de travaux communautaires seraient amplement suffisants. Maître Labelle, l'avocat d'Emma, dira que sa cliente ne voulait que faire le bien, mais qu'elle avait plutôt pris une très mauvaise décision cette journée-là. Il dira, et je le cite, « Est-ce qu'une décision stupide mérite l'emprisonnement? C'est un cas unique, sans précédent. Il y a rarement un cas où il y a absence aussi totale d'état d'esprit blâmable. » Il a aussi invoqué la vitesse de la motocyclette conduite par M. Roy. Selon lui, il s'agirait tout de même d'un facteur qui devrait être pris en considération. Ce sera finalement à la suite de plusieurs débats entre les différentes parties que la juge tranchera. Elle fera tout d'abord mention du manque de remords et d'empathie de l'accusé, qui estimait toujours qu'il s'agissait d'un accident qui aurait pu arriver à monsieur et madame tout le monde. La juge avait pourtant entendu, durant ce procès, l'avocat d'Emma dire que sa cliente était une personne introvertie. À ce moment-là du procès, il avait alors dit au juré, et je le cite encore une fois, « Ces gens-là ont souvent de la difficulté, dans un processus judiciaire, à faire comprendre qu'ils ont du remords. Pour lui avoir parlé à plusieurs reprises, elle regrette. Elle a du remords, mais elle ne sait pas comment l'exprimer. » Emma est une jeune femme qui a peu d'expérience avec le public et surtout aucune expérience avec les salles de cours. Il sera tout de même décidé qu'Emma devra purger une peine de 90 jours au lieu de la suggestion de 9 mois de prison qui avait été demandée, qu'elle fera durant les week-ends.
La juge va également lui interdire de conduire un véhicule pendant 10 ans, soit 50 plus que ce que demandait la couronne, et elle va aussi lui imposer 240 heures de travaux communautaires ainsi qu'une probation de 3 ans. L'avocat d'Emma va plus tard indiquer qu'il ne comptait pas en appeler de cette peine de prison, mais il va cependant s'opposer aux 10 années de suspension du permis de conduire de sa cliente. Il pense plutôt demander à la Cour d'appel d'examiner cette interdiction. Il dira que c'était la première fois en 30 ans de carrière qu'il voyait un cas semblable où une personne n'ayant aucune intention criminelle était trouvée coupable de négligence criminelle. Il dira aussi qu'il n'y avait pas d'alcool en jeu, pas de drogue, ni vitesse ou course dans ce dossier et que la loi n'était pas adaptée à un cas semblable. C'est donc pour ça qu'il va envisager de s'adresser à la Cour d'appel. Dans mes épisodes de podcast, je vous parle rarement du parcours des avocats, mais cette fois, je crois que ça vaut le coup que je vous glisse un petit mot sur le parcours de celui-ci en particulier. En fait, Maître Marc Labelle est surnommé dans le métier comme étant l'homme à la défense des indéfendables. À lui seul, il aura, à ce jour et au Québec seulement, défendu à peu près tout ce qui se fait de plus sordide et de plus terrifiant de notre humanité. Rien que ça. Il a été, entre autres, l'avocat de plusieurs tueurs en série tels que William Fife, condamné pour 5 meurtres. Celui d'Angelo Colalillo, un psychopathe qui a tué et violé 3 jeunes filles. Aussi, celui de Michael McGree, qui lui prenait plaisir à assassiner des homosexuels et qui a été condamné pour 3 meurtres, mais en aurait confessé 16 autres. Il a également représenté Karla Homolka aux libérations conditionnelles. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi défendu Hugo Bernier, l'assassin de Julie Boisvenu, qui se trouve être la fille du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, ainsi que Paul Laplante, dont j'ai parlé dans mes tout premiers épisodes. Souvenez-vous, il s'était suicidé en prison avant son procès pour le meurtre de sa femme, Diane Grégoire. Maître Labelle a aussi représenté un homme accusé d'inceste sur 5 de ses enfants, ainsi que de bestialité. Et j'en passe. Ah oui, j'oubliais, il a même failli être l'avocat de Rocco Magnotta. En fait, s'il n'a pas pu le représenter, c'est pour la simple et bonne raison qu'il manquait carrément de temps pour le faire. En réalité, cet homme ne refuse aucune cause, sauf si son agenda est plein. Il va dire se foutre complètement que la cause qu'il doit défendre soit impopulaire ou non. Il dira d'ailleurs « Je suis criminaliste pour tout le monde, point ». Mais revenons à nos moutons. Petit répit. Emma Tchornobaj, maintenant surnommée dans les médias la femme au canard, devait commencer à purger sa peine quelques jours après l'annonce de sa sentence, et ce pour 45 fins de semaine consécutives, mais aura plutôt droit à un petit répit. En effet, car en attendant que la Cour d'appel statue sur son cas, elle évitera la prison et récupérera même son permis de conduire. En vrai, son permis lui avait été confisqué lors du prononcé de la peine et maintenant la Cour d'appel va ordonner à la SAAQ de le lui... La Cour d'appel va ordonner à la SAAQ de le lui rendre. Elle n'aura donc pas à se présenter à la prison Tanguay pour le moment, vu qu'elle en appelle finalement aussi du verdict de culpabilité. L'exécution de sa sentence est alors suspendue pour la durée de l'appel. D'ailleurs, à ce propos, Maître Labelle expliquera à une journaliste pourquoi sa cliente ne commencera pas immédiatement sa peine de prison. Non, étant donné la nature de l'appel, c'est-à-dire qu'on demande un nouveau procès ou un acquittement, la logique, c'est que le jugement ne peut pas devenir théorique. Vous savez, si elle purge sa peine, le temps qu'on passe à la cour d'appel, qu'est-ce que ça donne d'avoir un nouveau procès? La personne est punie pour un crime qu'elle n'a peut-être pas commis. Alors, dans la logique des choses, la Cour d'appel regarde le sérieux de la question en appel. Ils ont décidé que c'était sérieux. Ils ont dit, on va attendre la décision d'un banc de 3 juges. Si on nous donne raison, on fera le nouveau procès. Elle n'aura pas purgé sa sentence pour rien. Ouais. Si on nous donne tort, elle ira purger sa peine. Dans la décision qui sera rendue, le juge Morissette énoncera une série de conditions que la jeune femme devra respecter pendant qu'elle sera en liberté. Elle devra notamment garder la paix et avoir une bonne conduite. Un peu ironique, je sais. D'ici à ce que l'appel soit entendu, elle devra également demeurer à la même adresse. Cependant, si son appel est rejeté, elle aura 48 heures pour se rendre aux autorités carcérales.
La couronne ne s'était pas opposée à ce qu'elle demeure en liberté, ni à ce qu'elle puisse récupérer son permis. Presque 3 ans plus tard, maintenant âgée de 28 ans, Emma va à présent tenter de faire annuler sa condamnation par la cour d'appel, mais tentera aussi de faire réduire la durée de son interdiction de conduire. Les 2 demandes d'appel seront donc traitées en même temps. 3 juges seront présents lors de cet appel pour écouter les arguments présentés par son avocat. En gros, l'avocat d'Emma va faire valoir que le jury du précédent procès avait reçu des instructions inadéquates de la juge qui présidait en 2014, notamment en ce qui a trait à l'évaluation de la négligence criminelle. Sans vouloir remettre en cause la responsabilité de la jeune femme, l'avocat s'est employé à démontrer que sa conduite ne peut être qualifiée de criminelle au sens de la loi. Il dira qu'il fallait prendre en considération l'état d'esprit véritable de sa cliente, en précisant qu'elle croyait réellement que sa conduite ce jour-là ne présentait pas de danger pour les autres usagers de la route. Selon lui, si cet élément avait été correctement évalué par les membres du jury, le résultat aurait pu être différent concernant la culpabilité de sa cliente. Cet avocat demandera aussi que l'interdiction de conduire de 10 ans imposée à Emma soit réduite. Il dira d'ailleurs que cette interdiction était beaucoup trop excessive. Les juges lui répondront que le hic, selon eux, est que cette peine avait été évaluée dans sa globalité. Ils diront que la juge qui avait présidé ce premier procès avait peut-être imposé une interdiction de conduite plus longue que celle réclamée par la procureure de la Couronne, mais qu'elle avait aussi tranché en faveur d'une peine de prison moindre que celle demandée par cette dernière. Du coup, si la peine est revue, une réduction de la période d'interdiction de conduire pourrait possiblement être accompagnée d'une augmentation de la période d'incarcération. Oups! Finalement, une décision unanime sera prise. Emma Tchornobaj sera, en fin de compte, déboutée en appel. Elle reste donc coupable de négligence criminelle et de conduite dangereuse ayant causé la mort. L'interdiction de conduire pendant 10 ans que la juge lui avait imposée a aussi été maintenue, de même que les 9 mois de prison à purger les week-ends. À la suite de cette nouvelle sentence, Emma a aussitôt reçu l'ordre de remettre son permis de conduire au Palais de justice de Montréal. Pauline Volikakis trouvera ce verdict et cette peine adéquats et va souhaiter qu'il soit maintenu. Elle dira que 7 ans pour arriver au bout de ce drame, c'est long pour les proches des victimes. Elle conclura en disant « Je ne comprends pas que la justice prenne tant de temps pour arriver à un jugement et que les familles subissent ça. C'est très long, c'est très dur, c'est très pénible. » 7 ans après avoir vu périr son conjoint, la peine de Pauline Volikakis est toujours aussi vive et le fait que cet horrible drame ait mis autant de temps à se régler ne l'aura pas non plus aidé à bien faire son deuil, mais le fait que le processus judiciaire ait enfin pris fin lui apporte une certaine paix. Le lendemain de la décision qui fut rendue, elle dira, et je la cite, « C'est un point à la ligne, comme on dit. Ça fait 7 ans qu'on endure cette douleur, sans savoir ce qui va se passer, sans savoir s'il y aura une suite. Là, on est rendu à se dire que c'est fini. Elle est enfin punie pour ce qu'elle a fait, mais bien sûr, ce ne sera jamais assez pour ces 2 êtres humains qui sont décédés. » Elle admet qu'elle en a perdu des bouts, tellement le choc a été grand pour elle. Elle dira, « Cette journée-là, j'ai perdu les bras, les jambes et la tête. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Jamais je ne vais oublier ça. » On n'a aucune difficulté à la croire. Après le drame, les funérailles et les étapes du deuil, il a bien fallu qu'elle et sa famille passent au travers du processus judiciaire. Ce sera par respect pour son conjoint et sa fille décédée qu'elle va dire qu'elle se devait de suivre cette histoire-là et d'aller jusqu'à la fin. Elle dira être contente de son cheminement car elle a réussi à tenir le coup et à se rendre jusqu'au bout. Elle va aussi admettre avoir appris des choses au procès. Elle dira « Quand une chose comme ça arrive, c'est comme un blackout. Il y avait plein de passages de l'accident dont je ne me souvenais pas. Par exemple, je ne me souvenais même pas qu'on suivait une remorque. » Elle est consciente que c'est une histoire qui va la suivre toute sa vie et ne veut surtout pas être étiquetée pour ça. Elle dira aussi « Ce n'est pas moi qui l'ai amenée en cours, cette jeune fille-là. J'espère juste que ce sera une leçon de la vie pour que les jeunes et les autres ne s'arrêtent pas sur l'autoroute. J'aimerais qu'on en parle à chaque 27 juin. » Rebelote.
Une canne et ses 6 canetons seront aussi plus tard à l'origine d'une autre tragédie au Québec. Jamais 203. Un dicton qui ne pourrait pas être plus juste. L'histoire continue, malheureusement. D'autres cas semblables arriveront plus tard du même acabit. En voici donc brièvement 2 autres. Ce nouveau drame s'est déroulé le 22 juillet de l'été 2019 vers 11h20 sur le rang de la Rivière-Sud dans l'Anaudière. Éric Rondeau, un homme de 45 ans circulant au volant de son camion F-150 qui tirait une remorque à ponton, avait alors immobilisé son véhicule dans une courbe de la route 345 pour éviter cette famille de canards qui traversait la route devant lui. Jusque-là, son geste n'avait rien de criminel. Éric Rondeau a tout de même patienté 7 secondes pour laisser le temps à la petite famille de traverser la route. Disant craindre d'être percuté par une voiture derrière lui, mais aussi par manque de patience, par inconscience ou sous l'effet du stress, il va décider de contourner cette famille de canards retardataires en empruntant la voie inverse dont la visibilité de ce virage était pourtant réduite. Il roulait à ce moment-là à 18 km/h. C'est à cet instant précis que Félix-Antoine Gagné, 19 ans, est arrivé dans l'autre direction. Vu la configuration de cette route, le jeune motocycliste a bien évidemment réalisé trop tard qu'un véhicule se trouvait dans sa voie. Il n'a eu aucune chance. Quelle tristesse! Un comportement complètement téméraire et irréfléchi et une manœuvre d'une témérité extraordinaire selon le juge qui présidera ce futur procès. Toujours selon lui, M. Rondeau ne circulait pas à une vitesse folle, n'était pas non plus sous l'effet d'une drogue ou de l'alcool. Il s'agissait plutôt d'une personne sensée commettant une grave erreur de jugement dans des circonstances particulières. Selon un expert en reconstitution de collision, ce motocycliste circulait alors à une vitesse de 90 à 100 km/h dans une zone de 70. On sait également qu'il avait aussi effectué des dépassements à plus de 100 km/h moins d'une minute plus tôt. Mais cet aspect de la collision ne sera pas influencé par les jurés plus tard lors du procès. D'ailleurs, dès le premier jour, le procureur de la Couronne avait prévenu le jury que cette cause n'était pas celui de la victime, mais plutôt celui de l'accusé. Félix-Antoine Gagné a été grièvement blessé et est malheureusement décédé dans les heures suivantes dans un centre hospitalier. Pour ce qui est d'Éric Rondeau, il s'en est tiré indemne. Lors de son témoignage au procès, M. Rondeau avait affirmé qu'il n'avait jamais eu conscience du fait qu'il roulait en sens inverse, puisqu'il disait fixer son rétroviseur du regard au moment d'effectuer sa manœuvre de dépassement. Presque 2 ans après le verdict de culpabilité d'Emma, la Cour va se baser sur ce jugement pour trancher. Le verdict tombera après 2 jours de délibération du jury. Coupable de conduite dangereuse causant la mort. En plus d'une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant une période de 3 ans, Rondeau devra purger 8 mois de prison et aussi payer une amende de 1 000 $. Tout comme Emma, il fera appel de cette décision. Une caméra de surveillance, installée sur un garage à proximité, avait heureusement tout capté de la scène et avait évidemment été mise en preuve lors de ce procès. Comme une image vaut 1000 mots, vous pourrez aller visionner cette vidéo simplement en écrivant le nom d'Éric Rondeau dans une barre de recherche. Cependant, je vous mets en garde car cette vidéo est très difficile à regarder. J'ai bien réussi à le faire, mais avec grande difficulté. Cet accusé a bien sûr pris un risque trop élevé par rapport à la situation. Je n'ai vu aucune date concernant son appel, mais je vous tiendrai au courant des prochains développements via mes réseaux sociaux. Pour prouver une intention criminelle dans une conduite dangereuse, il faut qu'il y ait un écart entre le geste d'une personne raisonnable versus celui d'Éric Rondeau. Dans ce cas-ci, l'écart était tellement grand qu'il s'agissait bel et bien d'une faute criminelle. L'histoire va se répéter, mais cette fois aux États-Unis, où les faits se sont produits le 18 mai 2023, vers 20h15. Casey Rivara, un père de famille américain, avait alors garé sa voiture à une intersection pour sortir aider un groupe de cantons à quitter la route et à se mettre en sécurité. Alors que l'homme aidait les animaux, une adolescente d'à peine 17 ans l'a alors percuté avec sa voiture. Les secours sont rapidement arrivés sur place, mais la victime est morte sur le coup. La cause d'Emma Tchornobaj fait désormais jurisprudence. Conclusion.
La question que tous ces jurés ont alors dû se poser lors de ces différents procès devrait nous aider à prendre une meilleure décision dans l'avenir à propos de nos futurs agissements. Il faudrait donc toujours se demander si, dans de telles circonstances, une personne raisonnable, placée dans ces mêmes situations, agirait de la même façon que nous et est-ce que cet acte-là serait en écart prononcé avec la norme acceptable. Pauline Volikakis continue bien sûr à vivre et à travailler. Évidemment, le souvenir de cette affreuse journée est toujours bien présent dans sa mémoire, mais le temps fait aussi œuvre de guérison. Elle va dire que jamais elle n'oubliera ces deux êtres chers. Elle va aussi dire qu'elle recommence enfin à vivre un petit peu plus, que sa vie a maintenant pris une bonne tournure et qu'elle a aussi fait la rencontre d'un autre homme. Ce qui fait tout de même grand plaisir à entendre. Cette femme endeuillée, qui n'a jamais repris l'autoroute 30 depuis l'accident dont elle a elle-même été témoin, souhaite simplement que son histoire serve à sensibiliser les jeunes conducteurs. Elle dira, et je la cite une dernière fois, « Si je pouvais, je serais la première à donner ma vie pour ramener ma fille. Mais ce n'est pas possible. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent à travers le procès que conduire, ça vient avec des responsabilités. S'arrêter sur l'autoroute, c'est dangereux. » Ce que je ne vous avais pas encore dit, c'est que cette femme et sa famille ne l'ont pas du tout eu facile. Le grand-papa de Jessie avait, à l'époque, raconté aux médias qu'ils avaient déjà perdu un petit-fils dans une autre collision. Le destin s'est carrément acharné sur eux, malheureusement. Pour ce qui est d'Emma, elle commencera à purger sa peine les week-ends, le temps de préparer les documents à ce sujet. Son avocat ne croit pas qu'elle fera appel pour que sa cause soit entendue en Cour suprême et ne le lui conseillera pas non plus. Plus tard, Emma se fera poser la question à propos de flashbacks qu'elle pourrait avoir à la suite de toute cette difficile aventure. Elle dira à ce propos « Oui, je me souviens de l'accident. J'ai encore aujourd'hui de la difficulté à conduire une auto. Chaque fois que je vois une moto sur la route, en fonction d'où elle se trouve, je m'accroche au volant en le serrant. Ou si je vois une auto arrêtée sur le bord de la route, j'ai ce genre de réaction aussi. Donc oui, on peut dire que j'ai encore et toujours des flashbacks. » Lors de cette même entrevue, elle dira être tellement désolée en disant « J'aurais aimé exprimer ça plus tôt, mais les circonstances ne m'ont pas permis de le faire. Une armée d'avocats me dictait ce que je pouvais ou devais dire et ne pas dire. Le résultat est que je n'ai pas eu l'opportunité de dire combien je suis désolée. Et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. J'ai tout de même été surprise de savoir que cette affaire avait fait le tour du monde. Elle était même au 8e rang des nouvelles les plus lues de 2014 sur le site américain USA Today, devançant même les photos nues de Kim Kardashian. Aussi, pour ceux d'entre vous qui se posiez la question, sachez que ces petits canards qui ont été la cause de tant de troubles ont survécu à leur passage sur l'autoroute, bien que ce ne soit pas l'accusé qui les ait sauvés. La vie peut être un peu bizarroïde parfois quand on pense que des Emma Tchornobaj puissent se retrouver en prison pour un geste qu'elles n'ont pas voulu, alors que de l'autre côté, il y a des Guy Turcotte qui, eux, se retrouvent parfois à l'extérieur après avoir tué leurs propres enfants. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je compterais plutôt des canards pour cette nuit à la place des moutons. On ne sait jamais. OK, bye! Mama.